Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me trouve aujourd'hui à la maison pour une fois à Reims et je vais vous présenter aujourd'hui quelqu'un qui s'appelle Émilie et qui seulement après 9 mois dans la vie active a décidé de dire stop, j'arrête tout pour lancer ma propre activité. Donc avant qu'on commence cette nouvelle vidéo, comme d'habitude, cliquez bien sur le bouton s'abonner ci-dessous pour recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos et surtout lisez bien la barre de la description ci-dessous également puisque je vais vous envoyer un petit cadeau, il s'agit d'un pack de bienvenue contenu 100% secret qui te permettra de commencer à amorcer ton indépendance financière. Donc sur cette longue introduction, Émilie, salut. Salut. Comment tu vas? Nickel. La forme, super. Ouais. Alors est-ce que pour tout le monde, tu peux te présenter rapidement, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, etc., etc. Alors, donc, je m'appelle Émilie, j'ai aujourd'hui 26 ans. Je suis propriétaire de 2 immeubles, 2 maisons et je suis en cours d'acquisition de 2 autres immeubles. Ok. Et à côté de ça, j'ai aussi créé une société de maîtrise d'œuvre qui fait également du conseil en investissement immobilier locatif. Ok, top. Donc, comme beaucoup d'autres profils sur la chaîne YouTube, tu as un profil jeune qui a commencé tôt dans l'immobilier. Ouais. Pourquoi avoir commencé si tôt dans l'immobilier? Comment tu es tombé dedans, entre guillemets? Je suis tombée dedans grâce à une personne. En fait, quand j'avais 21 ans, j'ai rencontré mon compagnon actuel qui était passionné d'immobilier. Alors moi, j'étais étudiante, j'étais pas du tout dans Forcément, ouais. Voilà, mes parents n'ont jamais fait d'immobilier, donc j'avais même jamais eu l'idée qu'on pouvait acheter pour louer en fait. Ok, pour toi, c'était pas possible. Ouais, enfin, je m'étais jamais posé une seule question à propos de ça, quoi. Ok, tu faisais ta petite vie tranquillement. Ouais, voilà, et je savais qu'il fallait que je fasse mes études, je trouve un boulot. La vie classique, quoi. Ouais, un mari, la maison, voilà, très classique. Ok, le classique. Voilà, et j'ai rencontré donc Guillaume qui était en cours d'achat en fait de son premier immeuble. Ok. Donc au début, je l'ai pris un petit peu pour un fou parce que bon, je me disais mais est-ce qu'il va acheter un immeuble? C'était dans un village dans le Lot-et-Garonne. Tu voyais ça risqué? Pourquoi il était fou? Parce que je comprenais pas trop pourquoi il se lançait là-dedans en fait. Tu voyais pas l'intérêt? Ouais, au tout début, je comprenais pas l'intérêt. Et bon, après avoir discuté avec lui, j'ai compris que son but, c'était d'en vivre et d'arrêter de travailler. Alors, à l'époque, c'était avant 40 ans. Ouais. Il voulait vivre de ses rentes immobilières avant 40 ans. Donc, tu dis à l'époque parce que… À l'époque, il y a 5 ans, voilà, c'était il y a 5 ans. Enfin, à l'époque, il voulait en vivre avant 40 ans. Il en vit déjà, surtout, c'est ça, surtout, non? C'est surtout que, oui, c'est allé beaucoup plus vite que prévu et ça s'est plus transformé en 30 ans qu'en 40 ans. Du coup, toi, personnellement, quelle vision tu as également maintenant de l'immobilier? Est-ce que tu te vois également, tu le vois comme une solution pour arrêter de travailler plus tôt? On a déjà dit que tu avais arrêté de travailler, donc qu'est-ce que tu vois concrètement dans l'immobilier en fait? Ouais, clairement, je vois la solution pour se créer en fait un revenu passif. Ok. Et du coup, pouvoir profiter, se dégager du temps pour faire vraiment ce que j'ai envie de faire, partir en vacances, m'occuper de mes enfants. Vraiment, c'est plus qu'un complément de revenu, c'est vraiment le revenu principal pour me permettre de faire ce que je veux vraiment faire dans la vie. Ok, une activité à part entière, faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux, sans te poser de questions, être libre de toute contrainte. Exactement, pas d'obligation. Exactement. Ouais. Du coup, tu as vite arrêté tes études pour te lancer dans une activité physique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus en quoi ça consiste? Ouais, alors, au début, moi, j'ai fait mes études j'ai un diplôme d'ingénieur, en fait, en biologie industrielle. Donc, c'était à la base pour travailler dans tout ce qui est agroalimentaire ou cosmétique. J'ai trouvé un poste de chef de projet dans l'agroalimentaire. Rien à voir pour l'instant l'immobilier. Ah non, absolument rien. J'étais toujours, la vie classique. Ouais, focus. Ouais, et puis bon, j'avais rencontré Guillaume déjà et on parlait d'immobilier, mais malgré tout, j'avais fait 5 ans d'études. Fallait au moins que j'exploite un minimum le diplôme. Ouais, tu t'es dit, je vais pas gâcher tout ça, quoi. Voilà. Et puis, même, dans ma tête, fallait que je trouve un boulot malgré tout. On n'avait pas lancé de société à l'époque et voilà, fallait que je trouve un boulot. Et donc, j'ai trouvé un boulot de chef de projet dans l'agroalimentaire. Et donc, pile quand j'ai commencé mon boulot, en fait, on a commencé donc avec Guillaume, on a créé une société, donc notre société de maîtrise d'œuvre et de conseil. Et pendant 9 mois, en fait, on a fait les deux. On était tous les deux salariés d'un côté et de l'autre côté, on travaillait donc sur le développement de notre société. Et au bout de 9 mois, en fait,
très naturellement, nous est venue la décision d'arrêter tous les deux de travailler en tant que salariés et de nous lancer complètement dans le développement de cette société, puisque faire les deux... C'était compliqué en termes de temps. En termes de temps, d'organisation, parce que ça veut dire que donc pendant toute la journée, on travaillait dans nos entreprises respectives. Le soir, on rentrait, on travaillait jusqu'à 23 h. Le week-end, on travaillait que là-dessus aussi. Voilà, un moment... saturé, quoi. Ouais, tous les deux salariés avec un projet perso, c'est compliqué. Ouais. Ok. Du coup, pour les gens qui ne savent pas peut-être, qu'est-ce que la maîtrise d'œuvre? Est-ce que tu peux mettre des mots simples sur cette activité? En quoi ça consiste précisément? Alors, la maîtrise d'œuvre, en fait, le maître d'œuvre, il intervient dans un projet avec des travaux et c'est lui, en fait, qui va coordonner un petit peu toutes les entreprises et qui va faire le suivi de chantier. Ok. Voilà, donc il va être en fait l'intermédiaire entre le maître d'ouvrage, qui est le propriétaire de l'immeuble, et les entreprises de travaux qui interviennent tout au long du chantier. Directement sur le chantier. Ouais. Ok, donc je pense que la définition est claire. Parfait. Alors justement, le thème de cette vidéo, ça va être comment obtenir un devis bien précis et comment bien choisir son entreprise. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Émilie, comment on fait pour choisir la bonne entreprise et comment avoir un bon devis? Peut-être qu'on commence par le devis. Alors, c'est toujours une grande question quand on a des travaux à faire, c'est qui peut venir faire les travaux avec un budget qui soit assez raisonnable, mais malgré tout qui permette de faire des choses de qualité et d'avoir une personne fiable qui ne quitte pas le chantier en plein milieu avec l'argent. C'est ça, exactement. Parce que voilà, je t'ai posé une question très large d'office. On va peut-être recentrer un petit peu les choses. Voilà, quand on a un appartement qu'on achète, donc une stratégie de faire des travaux, on ne va pas parler de tout ça pour créer de la plus-value et créer de l'argent, entre guillemets. Mais voilà, les travaux, généralement, ce n'est pas l'investisseur qui les fait. Je pense que tu peux confirmer. Oui, ou en tout cas, c'est plus simple, effectivement, c'est plus simple de déléguer. Voilà. Donc, il faut faire intervenir une équipe d'artisans, faire des devis et surtout choisir la bonne équipe et savoir si un devis, il est juste ou s'il n'est pas juste. Parce que voilà, on ne va pas jeter la mauvaise pierre sur les artisans, mais on a beaucoup de devis, je pense qu'avec ton expérience, tu le sais, qui sont soit trop élevés, trop bas et qui font que ça ne se passe pas bien. Donc, quand on fait intervenir, déjà, comment on peut trouver un artisan? Peut-être commençons par la base. Alors, c'est un peu bête, mais nous, on fait du suivi de travaux partout en France. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas toutes les entreprises de France. Et quand on a un chantier dans une certaine ville, en fait, tout bêtement, on va utiliser différents processus. On va appeler par exemple la mairie pour éventuellement connaître des contacts d'entreprises par lesquels elle passe. Certaines refusent d'en donner, mais d'autres mairies parfois donnent des noms d'entreprises plutôt fiables. Donc pourquoi les mairies? Parce qu'on se dit que les mairies travaillent avec des entreprises avec des entreprises qu'elles ont testées. Les prix ne sont pas forcément hyper élevés et c'est des entreprises en général assez fiables. Ok. Donc les mairies. Les mairies, qui on peut demander d'autres souvent, en fait, tout bête, mais on fait les pages jaunes. Les pages jaunes? Donc ça marche encore les pages jaunes? Eh bien écoute, Petite astuce très peu connue, je pense. Peut-être, mais c'est vrai que nous, les pages jaunes, ça permet juste d'avoir un contact. C'est ça. Et tu appelles et après tu te fais ton idée. C'est pas forcément lui qui fera les travaux, mais n'empêche que ça te permet d'avoir... toutes les entreprises sont sur les pages jaunes, quoi. Donc les entreprises locales, tu les trouves directement là-dessus. C'est tout bête, mais... Et autre astuce aussi, quand vous appelez une entreprise, par exemple, vous trouvez une entreprise de plâtrerie sur les pages jaunes, vous l'appelez. Et là, vous lui dites, est-ce que ça vous intéresse? J'ai un chantier de rénovation d'un immeuble, etc. Il vous dit oui. Et là, tout simplement, tu lui demandes, est-ce que vous avez des entreprises avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler? Donc, un peintre, un plombier, un électricien, un maçon, voilà. Et en général, ils vous disent, oui, écoutez, vous pouvez appeler telle personne de ma part. Et en fait, avec ça, vous vous faites une petite liste en fait, d'entreprises pour les différents corps d'État. Et du coup, ça permet d'anticiper et d'avoir plusieurs devis pour chaque corps d'État. Ok. Et puis ensuite, le bouche-oreille, si jamais on est sur place et qu'on a un petit peu de connaissances dans la région. Tout à fait. Ok. Donc, une fois que tu as ciblé les entreprises potentielles pour faire tes travaux, comment tu prépares leur arrivée sur le chantier avant qu'elles estiment elles-mêmes le coût de ces travaux? Est-ce que tu fais quelque chose en amont ou pas? Et ma question est très orientée. Alors, ce qui est très important, c'est de préparer ce rendez-vous de consultation pendant lequel on va rencontrer en fait les entreprises dans l'immeuble.
Alors, ce qu'il faut, déjà, première chose, c'est un plan. Un plan de l'existant. Ok. Donc comme ça, il va avant même de voir le chantier, il va se rendre compte de la chose, de la superficie, de la disposition, de l'aménagement. Et un plan projet. C'est-à-dire que ce que tu vois, toi, donc tu veux abattre cette cloison, tu veux remplacer cette porte, tu veux Comment casser on voit les cette... choses pour le définitif. Ouais, voilà. Ok. Et ça lui permet, en fait, avec les deux plans, de voir un petit peu les différences. Point A, point B. Ouais, ça lui permet vraiment de se projeter en fait directement dans le bien sans l'avoir vu. Alors, question peut-être bête, mais comment on récupère ces deux plans? Peut-être que les gens se disent, ok, c'est cool, mais comment on fait pour avoir ces deux plans? Alors, soit on les fait soi-même, Ok. c'est possible, hein, il existe plein de logiciels gratuits pour faire des dessins 2D. Le plus célèbre, c'est AutoCAD. Il n'est pas gratuit, mais c'est celui... Ouais, il fait clairement le taf, mais il en existe beaucoup des gratuits. Qui permettent de faire des plans 3D et qui sont hyper intuitifs. Les gens se posent peut-être la question, est-ce qu'on peut faire un plan à l'arrache? Une feuille blanche A4, un stylo, on fait un plan vulgaire, très vulgaire. Est-ce que c'est trop amateur? Alors, c'est possible. Ouais. C'est possible, mais enfin, faut utiliser une règle au moins, quoi. Au moins une règle. pas à la main levée. Parce que sinon, vous allez montrer que vous êtes moins sérieux à l'entreprise. C'est vrai? Parce que finalement, personne, je pense, n'apporte de plan. Déjà, c'est un premier point, le plan. Ouais. Beaucoup, je pense, vont au rendez-vous ou accueillent les artisans avec rien du tout, je pense. Ouais, mais justement, montrer que tu es sérieux et que tu as préparé ton truc, en fait, ça prouve que tu n'es pas là pour... faire perdre leur temps. Ouais, c'est ça. Et que tu veux vraiment faire ce projet, tu y as bossé, et c'est pas pour leur faire un devis dans le vent et vraiment... Il ne se passera rien. Ouais, donc c'est important de montrer en fait, tu as envie que lui te montre qu'il est sérieux. C'est ça. Et donc, tu le pousses à faire pareil que toi. Sois sérieux aussi, ouais. Et donc, du coup, pour le plan de l'existant, par contre, on peut le récupérer, je suppose. Enfin, c'est même sûr, on peut potentiellement le récupérer dans le règlement de copropriété. Alors, si c'est effectivement un appartement, tu peux le retrouver dans le règlement de copropriété. Si c'est en copro, bien sûr. Si c'est un immeuble, par contre. Si c'est un immeuble, ben, les gars, va falloir... le faire soi-même et assurer. Va falloir acheter un mètre laser et prendre les cotes et y aller. Et le dessiner vous-même. Ok. Donc, première chose pour préparer, c'est le plan. Enfin, les deux plans. Les deux plans, donc plan projet, plan existant. Et la deuxième chose hyper importante, c'est le descriptif de travaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire descriptif de travaux? Alors, un descriptif de travaux, en fait, c'est un document qui va lister en fait toutes les prestations que vous souhaitez avec une quantité. C'est-à-dire que par exemple, vous allez avoir la peinture, vous allez avoir tant de mètres carrés. Ok. Ça va être la cloison, vous allez avoir tant de mètres carrés de cloison que vous voulez créer. Le doublage pour réisoler des murs, vous allez avoir tant de mètres carrés. Ok, donc on met tout. On met tout, en fait, on détaille vraiment. Et le but, c'est d'avoir vraiment toutes les quantités que vous allez souhaiter. Alors, tout ça, c'est à calculer vous-même, en fait. Mais grâce à votre plan. Donc, sur votre plan, il va bien sûr y avoir toutes les cotes. Ouais. Donc, longueur, largeur des pièces, hauteur sous plafond. Et tout ça va vous permettre de calculer des quantités. Okay. Donc des quantités, donc des surfaces de murs que vous voulez repeindre. Le périmètre de la pièce va vous permettre de calculer le nombre de plaintes, le mètre linéaire en tout cas de plaintes que vous allez vouloir poser. Donc en fait toutes ces quantités, donc juste longueur, largeur et hauteur sous plafond, ça va vous permettre de calculer normalement à peu près tout ce que vous voulez refaire en tout cas dans votre appartement. Ok, donc c'est en ça que consiste un descriptif. Est-ce que c'est simplement pour tout ce qui est surface, sol, plainte comme tu as dit, ou est-ce qu'on peut aussi mettre par exemple une salle de bain tel mètre carré, 3 radiateurs pour cette pièce ou des choses comme ça? Est-ce que c'est vraiment que du brut entre guillemets? C'est du brut. Ok. Radiateur, ça va rentrer. Okay. Tu vas mettre par exemple un sèche-serviette, un radiateur 1000 watts 3, un radiateur 1500 watts 4. Les quantités et tout. Tu vas mettre vraiment les quantités. Par contre, justement, salle de bain, tu vas pas dire salle de bain. Ouais. Tu vas dire je veux 4 mètres carrés de carrelage, je veux 8 mètres carrés de faïence au mur, je veux un meuble simple vasque de 60 cm de dimension. En fait, tu vas détailler vraiment toutes les prestations pour que voilà, il s'y retrouve et il n'ait plus qu'à en fait mettre un prix unitaire à côté de chaque
chaque truc et en fait chaque prestation et du coup de calculer au final le prix total des travaux. Donc si on résume, un descriptif travaux, c'est un devis nature, blanc, vide, où le mec il voit simplement toutes les lignes de ce qu'il a à faire. Il dit tiens, hop, ça c'est tel prix chez moi, ça c'est tel prix chez moi, et à la fin je fais le total. Ouais, c'est ça. Et voilà. Donc en gros, tu simplifies la vie de l'équipe, de l'artisan. Exactement. Tu dis moi je veux tout ça, il arrive et il sait déjà ce qu'il faut faire, il n'a plus à regarder lui-même. Tiens, il y a ça, il n'a plus à mesurer également lui-même. Donc économie de temps. Exactement. Et donc d'argent entre guillemets. Exactement. Exactement. Le but, c'est de rencontrer plusieurs entreprises dans la journée. Donc, si vous faites venir une entreprise, si il dit, bah, écoutez, moi, je vais prendre les cotes, vous en avez pour 4 heures. C'est ça. Si vous voyez 4 entreprises par jour. C'est impossible. Et c'est impossible. En plus, ils vont se croiser, ça va être la guerre. Donc, voilà. Donc, vous leur simplifiez la vie. Vous leur donnez un document tout prêt. Et en fait, eux n'ont plus qu'à répondre via ce document. Ça vous permet, en fait... Les vrais avantages, c'est d'un, vous évitez le forfait, parce que quand vous demandez, quand vous faites venir une entreprise sans avoir rien préparé et que vous lui faites visiter l'immeuble et que vous lui dites, bah ici, moi, je veux repeindre ce mur, ce mur et ce mur, lui, il va prendre les cotes en 2 secondes, il va dire, bon, ben, pour être sûr de ne pas me planter, je vais rajouter 20%. Ok. Et comme ça, voilà, au moins, je suis couvert. Et il va vous mettre un forfait avec peinture. Ce sera un forfait de, je sais pas, de 15 000 €. Ok, donc c'est à l'arrache. Ça va être à l'arrache, vous n'allez pas savoir ce qui est compris dedans ou non, et du coup ça va vous amener à peut-être des incompréhensions, ou en tout cas une mauvaise compréhension au cours du chantier, puisque du coup, lui va penser qu'il n'aura pas ça à faire, mais vous pensiez que oui. Voilà, c'est pas clair, on part sur de mauvaises bases, quoi. On part sur de mauvaises bases, et puis surtout, il va du coup vous faire payer plus cher. C'est ça, il va se couvrir. Il va se couvrir. Voilà. Ouais. Alors que si vous avez tout mesuré, finalement, c'est à vos risques et périls. Si vous n'avez pas mesuré un mur, bah, c'est de votre faute. Voilà, c'est de votre faute, mais... Vous avez payé ce qu'il fallait au moins. Voilà, c'est ça, exactement. Ok, donc les différentes entreprises viennent, elles font leurs différents devis. Ensuite, comment tu fais pour choisir la bonne entreprise ? Alors, il y a pas mal de choses qui passent par le feeling, forcément. Vous allez rencontrer les entreprises, donc vous allez les caler dans la journée, vous les rencontrez. Déjà, s'ils ont imprimé les plans et les descriptifs de travaux que vous leur avez préalablement envoyés, pour qu'ils puissent se renseigner un petit peu sur le projet avant, s'ils ont ça déjà dans les mains, c'est déjà un bon point. Parce que ça veut dire qu'ils ont fait quelque chose. Voilà, s'ils arrivent et qu'ils disent « Ah oui, mais j'ai pas pu ouvrir vos plans. » Ouais, j'ai pas eu le temps, je sais pas quoi. J'ai pas eu le temps. Bon, déjà, voilà. C'est un point en moins. C'est un point en moins. Ouais. Donc, s'il arrive et qu'il a ça, déjà, ça commence plutôt bien. C'est tout bête, mais si il dit OK à tout, il dit « Oui, ça c'est possible, oui, ça c'est possible. » On peut tout faire, tout est beau, tout est rose. Voilà, on peut tout faire. Ça va prouver qu'il n'aura pas vraiment étudié le truc et qu'il dit oui, mais sans trop s'impliquer plus que ça dans le projet. On sent que c'est un peu bizarre, quoi. C'est pas... Ouais, oui, parce que normalement, un entrepreneur te dira jamais oui. C'est ça. Non, il cherchera des solutions. Et donc, si justement il est à ses forces de proposition et qu'il va vous proposer des alternatives, si vous voulez un truc un peu à l'économie parce que vous êtes un peu short et que là vous dites là j'aimerais tel sol. Lui dit « vous savez, moi je pense que je peux avoir des meilleurs prix avec ce sol-là, ça vous coûtera un petit peu moins cher. » Ou moi j'ai quelque chose qui vous coûtera le même prix, mais qui sera moins salissant pour de la location. » Voilà, c'est que déjà il est force de proposition, ça l'intéresse. Il s'engage, il s'y intéresse, et du coup, forcément, c'est quelque chose qui... Voilà, mais ça vous le ressentirez. Vous le ressentirez directement. Si le mec il dit moi dans une demi-heure j'ai autre chose à faire, j'ai un autre rendez-vous, ça va être complexe. C'est pas top. Il y a beaucoup de feeling de toute façon, je pense que tu peux le dire. Ouais, il y a beaucoup de feeling qui passent. Soit ça passe pas du tout, et à un moment faut pas travailler avec des gens avec qui ça passe pas, parce que ça risque de pas le faire tout au long du projet. Exactement. Ensuite, vis-à-vis des différents devis que tu reçois, est-ce que tu prends... Souvent, on dit qu'il ne faut pas prendre le plus cher, il ne faut pas prendre le moins cher. Globalement, on dit ça. Comment tu réagis vis-à-vis de ça si tu n'as pas reçu 3 devis, lequel tu vas choisir en plus de tout ce que tu viens de me dire en termes de feeling, d'impression des plans, etc. Eh ben, le gros avantage du descriptif de travaux, c'est que normalement, ils auront tous chiffré la même chose. Donc en fait, vous aurez une base vraiment pour l'analyse de vos devis.
Si le mec, il vous fait un forfait en plomberie et qu'il vous dit plomberie, ce sera 27 000, bah ok, mais enfin, c'est impossible à analyser. Comment tu as découpé ça, quoi? Ouais, voilà. Comment sont répartis Qu'est-ce tes qui est 27 000? alloué à la salle de bain? Qu'est-ce qui est alloué à la cuisine? En fait, ce sera impossible à analyser. Donc, ce sera bien beau, mais le problème, c'est qu'à un moment, vous allez vous faire avoir dans le sens où si y a quelque chose en moins qui se passe lors du chantier et que vous voulez au final modifier quelque chose, vous ne saurez pas combien ça vous a coûté au final. Et vous ne savez vraiment pas sur quelle base de prix il est parti pour tel élément. Donc c'est ça qui va créer en fait des incompréhensions entre les deux et voilà, il va y avoir des petits soucis par rapport à ça. Et en fait, c'est ça qui fait qu'on a des devis parfois du simple au double, parce que justement, il n'y a pas ce descriptif travaux et les mecs prennent trop la confiance, entre guillemets, alors que quand il y a le descriptif, les devis sont quasiment tous au même prix, à exception près peut-être d'un coût de main-d'œuvre, de déplacement ou de TVA, c'est le mec qui est en auto-entrepreneur. Mais on comprend très vite d'où vient la différence, mais on n'a pas un devis qui fait du simple au double. Voilà, on diminue clairement les différences. Ouais, c'est ça. Effectivement, tu auras quelque chose vraiment que tu pourras vraiment analyser, tu pourras savoir, ah bah là, il est un petit peu plus cher au niveau de la peinture, et tu pourras même négocier. C'est-à-dire que s'il y en a un avec qui tu as eu un vrai feeling et que tu dis, moi, je veux travailler avec lui, mais qu'il est un peu plus cher, tu feras peut-être l'effort. Tu dis, voilà, moi, j'ai une autre entreprise qui a, par exemple, qui est à 18 € du mètre carré pour la peinture. Toi, je vois que tu es à 21. Est-ce qu'il y a moyen que tu te rapproches un petit peu voilà. Tu vois, ça permet vraiment d'avoir des éléments concrets sur lesquels tu peux te baser pour négocier et analyser. Ok. Voilà. Parfait. Bah, du coup, merci beaucoup, Émilie, pour toutes ces réponses. Mais j'ai une question encore quand même pour toi. La personne qui nous regarde peut-être en ce moment se dit « Ok, c'est super cool de faire un descriptif travaux ». Notamment, je pense à beaucoup d'investisseurs particuliers qui nous regardent. Mais ils se disent peut-être bah, « Moi, je n'ai pas les compétences pour savoir tout ce qu'il faut mettre dans une rénovation d'appartement. Notamment, est-ce qu'il faut mettre de l'isolation thermique? Est-ce qu'il faut isoler, mettre du placo comme ça, comme ci? Est-ce qu'il faut mettre ça ou ci ?» Bref, on n'a pas forcément tous les compétences pour savoir ce qu'il faut mettre dans une rénovation. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens qui nous regardent et qui se posent la même question? Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident de créer le descriptif de travaux. Voilà. Au début, nous, c'est quelque chose à mettre en place, un outil à mettre en place qui n'est pas toujours évident parce qu'il faut qu'il soit le plus complet possible. C'est ça. Et ne rien oublier sur des petits détails qui au final peuvent tout changer. Donc, bah, nous, ce qu'on a fait, en fait, pour nous, à la base, on a créé en fait un tableau, une sorte de tableur, en fait, avec toutes les prestations possibles. Et en fait, en fonction du projet, on faisait nos calculs de quantité et en fait, on le remplissait tout simplement et on cachait les colonnes qui n'avaient pas lieu d'être parce qu'elles n'étaient pas utilisées sur différents… Voilà, par exemple, une baignoire, s'il n'y a pas lieu d'être… S'il n'y a pas de baignoire, tu la mets pas. On cache la ligne tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as un tableur, un outil interne à toi qui, lors de chacun de tes investissements immobiliers, te permet directement de savoir ce que tu dois mettre ou pas, c'est ça? Ouais. Mais ensuite, toi, tu as la compétence pour savoir s'il faut mettre de l'isolation. Par exemple, comment la personne sait si elle doit en mettre ou pas pour elle? Alors, si vous n'y connaissez rien, vous ne pourrez pas l'inventer. Forcément, c'est compliqué. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place, on a créé ce tableur, on a décidé de l'adapter pour pouvoir, pour qu'il soit en tout cas utilisable par tout le monde. C'est-à-dire qu'on a créé un tableur qui pose des questions, en fait, tout simplement. Vous allez dans, par exemple, l'onglet sol. Quel est le plancher? Est-ce que c'est un plancher bois? Est-ce que c'est un plancher béton? Quel est le revêtement actuel? C'est de la moquette, c'est du parquet. Quel est le revêtement futur que je veux? Est-ce que je veux changer les plinthes? Est-ce que je veux repeindre les plinthes? Voilà, vous avez un onglet mur. Est-ce que je veux repeindre le mur? Est-ce que je dois je dois y mettre de la toile de verre. Voilà, on a créé en fait un document où vous avez juste à remplir via des menus déroulants en fait, choisir les options que vous souhaitez, cocher si vous voulez déposer le sol actuel. Voilà, en fait c'est assez intuitif. On a essayé de faire ça de manière assez ludique pour que en fait ce soit facile à faire et qu'en ayant juste pris les cotes de votre appartement, donc hauteur sous plafond, longueur, largeur, vous puissiez répondre à ce genre de questions. Et donc une fois que vous avez rempli tout ça,
tout se met automatiquement dans un descriptif. Okay. Donc c'est le même descriptif que nous on utilise pour consulter les entreprises, sauf que là on l'a transposé pour que tout le monde puisse l'utiliser. Ok, donc vraiment très ludique, enfin, très, très facile d'utilisation, Ouais. comme une sorte de questionnaire ou de quiz, on remplit à la suite, pièce par pièce, tout ce qu'on doit mettre, avec des petits conseils si jamais il y a des petits points un petit peu particuliers, c'est ça? Ouais, c'est ça. On a créé aussi une notice parce que comme tu disais, on ne sait pas toujours quelle épaisseur d'isolant on met sur les murs ou des petites choses comme ça. Donc le but, ça a été effectivement de créer une petite notice qui permet en fait de savoir quand est-ce que, en tout cas pour vous, de choisir si vous voulez isoler votre mur avec un isolant de 45 mm ou de 100, voilà. Quelles sont les différences? Qu'est-ce qui est le plus recommandé? Qu'est-ce qui est le plus recommandé? Quel est Certes, il y a un écart de prix, mais quelle est la plus-value pour chacun? Sur le long terme, etc. Même en matière de radiateur, on propose, voilà, dans la notice qui est explicative, en fait, il y a les types de radiateurs, 3 types de radiateurs, convecteur, rayonnant et inertie. Et en fait, quelle est vraiment la différence? Alors certes, l'inertie sera plus chère, mais pourquoi finalement investir dans ce type de radiateur? Vous expliquez pourquoi? Ouais, on explique pourquoi. Pour quelle raison? Donc en fait, on a essayé de rendre accessibles des notions que personne ne peut inventer. Si on n'est pas dans le milieu, ça ne s'invente pas. C'est clair. Mais de les rendre accessibles pour que en fait, ça reste assez ludique à remplir et que simple pour tout le monde, quoi. Ouais, simple pour tout le monde et que vous mettiez bien ce que vous souhaitez vraiment à l'entreprise, que vous ne mettiez pas au pif parce que vous en savez rien, quoi. Donc, et puis ça fait très pro. Enfin, je veux dire, comme tu as dit, à la fin, ça crée le descriptif automatiquement. Donc tu imprimes ça, tu donnes ça à l'artisan ou tu lui envoies. Le mec, il voit, je veux un radiateur de tel type, je veux un isolant de telle épaisseur. Il se dit, bon, ok, j'ai pas affaire à monsieur, madame, tout le monde. Il sait ce qu'il veut, il connaît. On se fait peut-être aussi un peu moins avoir, ou du moins, il y a un petit peu plus de respect. Plutôt que quand on prend un rendez-vous à l'arrache, qu'on dit, bah, l'isolant, je sais pas, je connais rien. Le radiateur, bah, dites-moi. Ça fait plus sérieux, quoi. Ça fait plus sérieux, ça fait que vous avez un petit peu bossé votre truc. C'est ça. Et ouais, je pense que voilà, si vous voulez du sérieux de la part des entreprises, il faut être sérieux. Je pense qu'il faut prouver qu'on est un peu sérieux. Donc ce tableur, il est disponible en téléchargement, donc forcément, ça ne sera pas un outil gratuit. On a bien compris que c'est un outil très très puissant, très développé et qui permet de bien… voilà, le travaux, ça reste quand même la clé, le pivot d'une opération immobilière. On parle souvent de la banque, mais les travaux, c'est aussi ce qui fait ou pas qu'une bonne affaire se passe bien. Parce que si ça se passe mal sur les travaux, généralement, ça peut durer longtemps, coûter beaucoup d'argent et rendre l'affaire mauvaise. Donc voilà, cliquez bien sur le lien dans la barre de description ci-dessous. Je mettrai tout en dessous si vous voulez vous procurer ce fameux tableur qu'Emilie a créé. Et une dernière question pour toi, Emilie. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Changement de sujet direct. Où est-ce que je me vois dans 10 ans? Je me vois dans le sud de la France. Ok, un peu plus beau que… où il fera un peu plus beau, c'est ça? Ouais, clairement. Dans une belle maison. Avec mes enfants et avec du temps pour m'occuper d'eux. Et ne pas avoir cette notion d'argent tout le temps en tête. Ne pas se dire ce mois-ci ça va être compliqué parce que je dois changer la chaudière ou des conneries, mais voilà. Donc comme je vous disais, lisez bien la barre de la description ci-dessous, vous allez pouvoir retrouver du coup le tableur d'Emilie. N'hésitez pas à le télécharger et à me dire également si ça vous a aidé, ce que vous en avez pensé. Emilie, je te remercie pour cette interview. Merci à toi. Je te dis à très très vite. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la à des gens qui veulent faire des travaux, qui veulent investir peut-être, ou encore commentez-la si vous avez des questions. Et on se fera un plaisir de venir y répondre. Voilà, à très très vite. Ciao, ciao. Ciao.